l'héritage de la Grèce et de Rome a nourri l'Europe au fil des siècles. Dans la langue, la littérature, les arts, les institutions, on rencontre sans cesse la trace, la marque de l'Antiquité. Alors bien sûr, les Grecs et les Romains ont aussi influencé d'autres civilisations. L'Empire romain était présent sur toutes les rives de la Méditerranée. L'Europe n'a pas de monopole, pas d'exclusivité en la matière. Mais pour l'Europe, la Grèce et Rome ont été la source privilégiée, la source par excellence qui lui a permis de bâtir sa civilisation. C'est ce qu'explique Le Figaro Histoire dans son nouveau numéro, actuellement en vente, magnifique et admirablement illustré, son titre « Aux sources de la civilisation occidentale, ce que nous devons à l'Antiquité gréco-romaine ». Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michel de Gégère. Bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes directeur du Figaro Histoire, vous êtes également l'auteur d'un essai très ample en 2 volumes, Le cabinet des antiques, consacré précisément à l'Antiquité. C'était paru aux Belles Lettres récemment. Le 2e volume est paru l'an dernier. Et mon deuxième invité est un éminent universitaire, Alexandre Grandazzi. Bonjour, vous êtes professeur de littérature latine et de civilisation romaine à la Sorbonne, également archéologue, c'est dire l'ampleur de vos talents. Et vous êtes notamment l'auteur d'une histoire de la ville de Rome, parue chez Perrin en 2017 et qui a été distinguée par l'Institut de France qui lui a décerné le prix Chateaubriand. La Grèce et Rome, source de l'Europe. Parlons d'abord de la Renaissance. Moi, j'aimerais vous demander, pourquoi y avait-il une telle ferveur, une telle vénération pour les auteurs grecs et latins chez les humanistes du XVIe siècle ? À mon avis, cela tenait à 2 événements, à la fois historiques et culturels. Le premier, c'est le fait que la papauté, qui était en Avignon depuis un certain temps, rejoint Rome en 1420. Et quand le pape arrive à Rome, il n'arrive évidemment pas tout seul, il a avec lui toute une escorte de grands intellectuels, les hommes les plus éminents, les intellectuels les plus éminents de l'époque, les mieux formés, qui sont nourris déjà de latin et aussi de grec, et qui, se retrouvant à Rome avec lui, vont s'intéresser de près, comme on n'avait jamais fait jusqu'alors, à la ville de Rome, à ses inscriptions, à ses monuments, en essayant de les identifier, ce qui à l'époque ne va pas de soi. Et parmi ces secrétaires apostoliques, il y a en particulier un érudit, Flavio Biondo, nous sommes donc vers 1420-1430, qui va inventer l'appellation Moyen-Âge, qui est au début, vous le comprenez bien, péjorative. Dès cette époque, elle est péjorative. Et dès cette époque, il y aura cette opposition entre la Renaissance et le Moyen-Âge. Et le deuxième événement qui va provoquer ce renouveau d'intérêt pour la civilisation, la littérature antique, qu'elle soit grecque ou latine, ça va être la prise de Constantinople en 1453, prise par les musulmans, prise de Constantinople, qui va entraîner l'exil vers l'Italie de dizaines et de dizaines d'érudits byzantins qui arriveront en Italie avec les manuscrits antiques. Quand je dis manuscrits antiques, ce n'est pas forcément des manuscrits du début de notre ère, mais c'est des manuscrits d'œuvres antiques, copiés, recopiés sans cesse. Et il va y avoir un afflux extraordinaire d'œuvres antiques en Italie d'abord, dans toute l'Europe ensuite. Précisément, Michel de Gégère, il y a ce décalage dans le temps, je crois, entre l'Italie, qui paraît vraiment le berceau de la Renaissance, et puis la France. Quand est-ce que ça fleurit en France ? Les guerres d'Italie jouent un grand rôle, mais aux dates que donnait Alexandre Grandazzi, je me permettrai d'en ajouter 2 autres qui sont complémentaires. Avant la chute de Constantinople, il y a le Concile de Florence en 1439, où il y a une tentative d'union des églises, de résolution du schisme d'Orient et des églises, et beaucoup d'érudits byzantins viennent en Italie. Il y a déjà une première diffusion, et puis une deuxième date qui alors là est postérieure, est concomitante avec la chute de Constantinople, c'est l'invention de l'imprimerie, qui va permettre une très très grande diffusion des idées, une très grande circulation européenne, alors vers la France, vers les Pays-Bas, vers l'Espagne et dans toute l'Europe. Et évidemment, pour la France, les guerres d'Italie menées par Charles VIII, par Louis XII, puis par François Ier, jouent évidemment un rôle clé, puisque les Français découvrent l'Italie et la mode se fait autour de tout ce que l'on y voit. Est-ce que les Français, à l'époque,
quand ils découvrent l'Italie, ont le sentiment d'une espèce de retard ou d'infériorité culturelle par rapport à l'Italie. Oui, déjà, Alexandre Gandazzi parlait de la ville de Rome. La découverte, si vous voulez, de monuments tels que le Panthéon, tels que le Colisée, même si le Colisée est un petit peu décati à ce moment-là, donne l'impression, non pas d'un paradis perdu, mais d'une grandeur perdue, d'une capacité de bâtir que l'on a perdu, et l'impression qu'il s'est passé une catastrophe et que le Moyen-Âge a été... Ce Moyen-Âge, qui est vu d'une façon très péjorative, a été le fruit de cette catastrophe. D'où l'expression donc de Renaissance. Alors, parlons, messieurs, de l'influence du latin et du grec, maintenant, disons, sur la langue française, et puis sur les idées aussi, puisqu'avec des mots, on forge des idées. Alors d'abord, Alexandre Gandazzi, quelle est quelque chose de tout bébête, mais qui m'a beaucoup frappé en travaillant cette émission, quelle est la proportion des mots de la langue française qui provient du latin ? Écoutez, dans le numéro du Figaro Histoire auquel vous faisiez allusion en commençant, je disais 85%. En réalité, je me suis fondé pour mes calculs sur un excellent ouvrage de la linguiste Henriette Walter, Les mots étrangers en français. Et quand on fait la soustraction des mots d'origine étrangère en français, on arrive à 11% à peu près de mots étrangers en français. Donc ça ferait 89%. Donc ça serait encore plus élevé. Oui, alors pour ne pas être accusé de partialité, j'ai rabattu à 85. Disons vous voyez que c'est une proportion énorme. Donc en étant très prudent, voilà. Vous dites 85%, donc c'est écrasant. C'est écrasant, oui, c'est une évidence c'est une évidence qu'on peut dire massive. Et comment se fait-il que cette évidence massive ne soit plus une évidence pour l'opinion, pour les gens ? Parce que les mots d'origine étrangère, dont je ne veux pas du tout contester ni l'importance conceptuelle, oui. ni tout ce qu'ils ont apporté à la langue française, bien entendu. Mais les mots venus d'ailleurs intéressent plus. Et puis ça rentre, il faut bien le dire, ça rentre aussi dans une idéologie générale tendant à montrer que la langue française, comme d'autres, dit-on, ne serait qu'une espèce d'agrégat d'arrivée, de provenance venue d'ailleurs et en constante évolution. Sans qu'il y ait vraiment un fond, je n'ose pas dire de souche, mais un fond local. Or, il y a un fond stable de 85% des mots. Oui, et j'avoue que j'ai été moi-même très surpris par cette constatation qui, encore une fois, n'est pas mienne, parce que c'est quelque chose de fondé. Madame Walter a consacré une bonne partie de sa carrière scientifique à ce problème. Et donc, on voit que les mots anglais, c'est 11%. Les mots au sein des mots étrangers. Au sein des mots étrangers. En fait, vous avez un vocabulaire, je reprends ces chiffres, un vocabulaire courant de 70 000 mots en français. Mais un vocabulaire vraiment courant, je reprends ces chiffres, de 35-38 000 mots. Et sur ces 35-38 000 mots, elle fait ses calculs, vous avez 11% de mots anglais, 5% de mots germaniques et 4-5% de mots arabes, etc. Vous voyez ? Oui, donc c'est des chiffres qui sont... et quand je dis pourcent, c'est pourcent des mots étrangers. Vous avez à peu près 4200 mots étrangers sur ces 38 000 mots d'usage courant. Vous avez 4200 mots étrangers, dans le français d'aujourd'hui, sur les 38 000 mots dont vous et moi nous servons tous les jours. Et donc, vous voyez, 4 200 mots sur 38 000, ça doit faire du 11%. Et sur ces 11%, vous avez, si vous les considérez comme de nouveau un 100%, vous avez 5% de mots anglais, etc. Michel de Gégère, je le disais, c'est un peu bébête de dire ça comme ça, mais avec des mots, on élabore des idées. Et le fait que les générations de Français, les siècles, des hommes qui nous ont précédés sur le territoire qui allait devenir la France, aient utilisé le latin n'est pas indifférent dans les concepts qu'ils ont forgés, qu'ils ont choisis, qu'ils ont maniés. Les Romains étaient des juristes. Qu'est-ce que le droit français doit au droit romain ? Bon, il doit beaucoup à l'origine, c'est-à-dire que les juristes de Philippe le Bel étaient imprégnés de droit romain
Et sous l'Ancien Régime, je dirais que même une certaine laïcité de l'État a été fondée sur le droit romain, et le pouvoir royal a été fondé sur le droit romain, et jusqu'à nos jours, l'influence du droit romain s'est perpétuée. Elle a faibli, je dirais, au XXe siècle. Elle a faibli avec l'invasion de concepts anglo-saxons, avec une orientation nouvelle, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui fait qu'il y a une concurrence de ces deux droits. Mais pendant au moins un millénaire, le droit romain a été prédominant. Et je crois que très longtemps, on soutenait des thèses en latin en France. Oui. Jusqu'au début du XXe siècle. C'est ça, et je crois... Jaurès, par exemple, a fait sa thèse en latin. C'est ça, c'est l'exemple que j'avais en tête. Pages, hein, c'était pas des thèses de 400 pages. Mais c'était une thèse de droit ? Je ne crois pas, non, c'est une thèse de philosophie. Philosophie, c'est ça. Mais enfin, en latin, à la fin du 19e, exactement. Peut-être vers les années 1880 ou 70. Oui, un peu plus tard. Un peu plus tard. Oui. Bon, c'est quand même impressionnant. Ça montre, par exemple, dans la famille de De Gaulle, et beaucoup d'autres familles de l'époque, les enfants, comme récréation, si j'ose dire, ils apprennent par cœur des pages entières de Virgile. Ils ont 10 ans. C'est le fondement de l'éducation classique. J'ai un livre de prix qui a été donné à un arrière-grand-père vers 1860, qui lui a été donné pour son premier prix de thème grec en 6e. Oui. Donc les enfants de 6e vers 1860 faisaient du thème grec. C'est ça. Ça donne le vertige. Oui, ça donne le vertige. Moi, je me suis essayé au thème latin, ça n'a pas été très glorieux. Hein, je préfère ne pas... Il a dû suivre mes cours. Oui, ça c'est vrai, je n'osais pas vous le dire, mais c'est un souvenir qui n'est pas très glorieux pour moi. Alors, si on parle maintenant... toujours à propos des concepts et de ce que nous a légué à la fois la Grèce et Rome, parce qu'on a beaucoup parlé de Rome jusqu'ici, mais en ce qui concerne les institutions, la chose politique, le citoyen, le suffrage, la République, il y a aussi des concepts romains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui nous viennent de la Grèce ? Ah oui, bien sûr, il y a l'Assemblée, la démocratie. La démocratie. Ça se voit dans le vocabulaire. La fameuse démocratie, aristocratie, oligarchie, tous ces mots sont d'origine grecque. Ont été pensés d'abord mis au point par les penseurs grecs. Ce sont les Grecs qui ont fait cette espèce de catégorisation des régimes entre la démocratie, l'oligarchie, la monarchie. Tout ça, ça a été pensé par Hérodote, ça a été pensé par Platon. Ce sont et Aristote, bien entendu, ce sont des débats qui nous viennent de la Grèce. Souvent, ils nous viennent par Rome, parce qu'en fait, la culture grecque nous est arrivée par le truchement de Rome, qui a eu cette intelligence, c'est ce que célèbre Rémi Braque dans son livre La Voie romaine. Rome a eu l'intelligence extraordinaire d'adopter la culture des vaincus, c'est-à-dire après avoir vaincu sur les champs de bataille les Grecs, eh bien, ils ont été conscients de la supériorité intellectuelle et culturelle des Grecs sur eux, et ils ont très largement adopté la culture grecque et promu l'hellénisation dans tout le bassin méditerranéen. Oui, y compris naturellement en Gaule, quand la Gaule est devenue romaine. Le vaincu a dompté son vainqueur. Voilà, c'est Horace. Oui. Au plan culturel. Et l'a transformé aussi. Et l'a transformé ? Oui, et ce que je voulais dire, c'est que le vainqueur a transformé aussi la culture grecque. C'est-à-dire en quel sens ? Comment ça ? Pouvez-vous nous en dire un mot ? Oui, dans tous les domaines. Par exemple, en philosophie, les Romains, plutôt que de se lancer dans des grands débats abstraits, ont toujours réfléchi par rapport à leur situation de maître du monde. Qu'est-ce que ça impliquait, tel ou tel concept, lorsqu'ils réfléchissaient aux choses politiques, comment gouverner le monde. Ils étaient aussi confrontés avec le réel, et avec un réel, je dirais, mondialisé. Oui. Et donc ça a donné à la réflexion grecque, aux instruments qu'ils avaient pris chez les Grecs, ça a donné une portée qui en a un petit peu transformé, qui en a souvent même transformé le sens. Vous diriez qu'ils ont fait leur marché pour choisir ce qu'ils pouvaient, c'est un peu prosaïque comme formule, mais oui, un petit peu. Avec le souci pratique qui les caractérisait, oui. le souci du gouvernement. Il y a chez eux un sens de l'organisation, un goût de la hiérarchie qu'on ne trouve pas en Grèce. Et donc il y a eu un mariage évidemment entre les deux cultures. Alors, faisons le point maintenant sur l'influence de l'Antiquité gréco-romaine sur l'histoire et sur la littérature en Europe et puis en France. Quelques exemples. Alexandre Grandazzi, d'abord l'histoire. Les grands auteurs grecs
ou romains dont on apprend les noms au lycée, Thucydide, Tite-Live. Oui. On ne les lit pas beaucoup maintenant, mais enfin, on a peut-être quelques souvenirs de version latine, en tout cas pour Tite-Live. Bon. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont les pères fondateurs de l'histoire, ces gens-là ? Oui, le statut de père fondateur de l'histoire, je le donnerais sans hésiter aux Grecs Hérodote et Thucydide. D'ailleurs, Cicéron lui-même appelle Hérodote le père de l'histoire. Sachant que l'histoire, selon Hérodote, ça correspond aussi à ce que nous appellerions l'ethnographie. Histoire, historia, ça veut dire enquête, et Hérodote est toujours très, très curieux des mœurs et des coutumes de tel ou tel peuple qu'il décrit. Donc il y a du Lévi-Strauss chez lui autant que du Michelet. Est-ce qu'il est rigoureux? Parce que certains disent qu'il est plutôt journaliste, c'est-à-dire, bon, pas toujours très, très rigoureux. Au 19e, on a dit qu'il ne l'était pas, et aujourd'hui, plus les recherches avancent, plus on s'aperçoit que, dans certaines limites, bien entendu, son information était très sérieuse. C'est très intéressant, parce que ça redresse une idée reçue. On daube un peu autour d'Hérodote, parfois. Mais ce qui est important avec Hérodote, c'est le mot enquête. Il est le premier à avoir fait de l'histoire le terme d'une enquête. Avant, l'histoire existait. En Égypte, à Babylone, il y a une histoire, mais qui est une histoire royale, sous forme d'inscription, où en fait une monarchie, par ses historiographes, célèbre son histoire, sa mémoire, son pouvoir. Là, nous sommes en face d'un enquêteur qui n'est missionné par personne et qui enquête pour comprendre les causes et les conséquences des faits dont il n'a pas été le témoin, mais qui se sont passés peu de temps avant lui, sur lequel il peut faire une enquête effectivement journalistique. D'où son terme d'enquête. Mais là où c'est fondamental, c'est qu'il est le premier à nous dire que l'histoire, eh bien, c'est le fruit d'un recoupement des faits, d'un recoupement des sources, d'une enquête pour chercher ce qui est vrai, et non pas une légende faite pour célébrer une dynastie. Oui, il est indépendant du pouvoir politique. Exactement. Et ce qui est intéressant je souscris tout à fait à ce que vient de dire Michel de Gégère, et ce qui est intéressant avec un historien romain comme Tite-Live, c'est que, étant donné qu'il fait l'histoire de Rome, et d'une Rome qui a conquis l'ensemble du bassin méditerranéen, son histoire est mondiale. Oui. Vous voyez, l'histoire mondiale de Rome, elle a été écrite par Tite-Live, originaire de Padoue, fin du 1er siècle avant notre ère. Et d'ailleurs, c'est un peu surprenant peut-être aujourd'hui, mais il y a des empereurs qui sont nés ailleurs qu'à Rome. Bien sûr. Ah oui, ça a commencé très vite, puisque déjà Claude est né à Lyon. Oui. Vous voyez, donc. Alors, parlons littérature maintenant. Les genres qu'on apprend à l'école, tout le monde a au moins étudié une pièce de Molière. Tout le monde a appris des fables de La Fontaine. Or, il me semble que pour ces deux grands auteurs, classiques entre tous, Molière et La Fontaine, les auteurs, soit grecs, soit romains, étaient évidemment peut-être pas des maîtres, mais enfin des sources d'inspiration évidentes. C'est évident que Aristophane et Plaute ont servi de modèle à Molière. C'est encore plus vrai dans la tragédie, parce que le genre tragique a été inventé à Athènes avec les trois grands tragiques, Échille, Euripide et Sophocle, et que nos grands classiques, Corneille et Racine, ont directement repris un certain nombre de leurs thèmes, les sujets de leur tragédie. Il y a une Iphigénie de Racine après l'Iphigénie d'Euripide, il y a les 7 contre-thèbes d'Échille qui a donné la Thébaïde de Racine, etc. Mais plus encore, ils ont pris le genre même de la tragédie, c'est-à-dire l'idée de mettre en scène la condition humaine en mettant en scène des grands personnages auxquels il arrive des malheurs insignes et en montrant comment ils réagissent. Et à ce titre, je crois qu'on peut dire que l'opposition Corneille-Racine, c'est un peu l'opposition Sophocle-Euripide, c'est-à-dire que Sophocle est le poète des cas de conscience, des difficultés de comment doit-on réagir devant les tragédies de la vie, et Euripide est le poète des passions et des hommes emportés par leurs passions. Eh bien, on peut transposer cela à Corneille et Racine, qui évidemment ont lu ces auteurs, les ont médités. Et est-ce qu'ils les considèrent comme des maîtres indépassables pour autant? En tout cas, Racine, dans ses préfaces, quand il explique ses choix littéraires, il se réfère aux grands auteurs grecs ou latins, mais surtout grecs, il me semble, et il se positionne par rapport à eux, il explique pourquoi il n'a pas fait tel ou tel choix. Et je crois qu'il faut vous poser une très bonne question, mais à laquelle on peut donner une portée générale. Oui. Et ça concerne, je dirais, tout le sujet dont nous parlons ici,
il faut bien voir que cette référence à l'Antiquité, de la part des grands Européens, qu'ils soient humanistes italiens, ou grands écrivains français, ou espagnols, ou d'autres ou anglais, ou d'autres nationalités, ces gens-là admirent infiniment l'Antiquité, bien sûr, parce qu'ils y trouvent des œuvres d'un raffinement, d'une densité que leurs prédécesseurs immédiats, que les générations immédiatement précédentes ne leur donnent pas, mais ils sont décidés à les admirer, mais c'est une admiration, je dirais, active. Ils sont décidés à imiter, mais pour faire mieux. C'est si je me permets de parler latin, je dirais que c'est une imitatio, oui, on imite, mais c'est aussi pour faire mieux, a emulatio. Et de même que les Romains, les écrivains romains avaient eu ce rapport avec la Grèce, de même que, vous voyez, Properce se réfère à Callimaque, mais il entend bien être un meilleur Callimaque en latin que Callimaque ne l'a été en grec, de même que Tite-Live fait de l'histoire, mais avec l'idée que sans doute il sera meilleur que tous en tant qu'historien latin, eh bien, de même, les grands écrivains de la Renaissance, du Bellay, Ronsard, ils se réfèrent, et ensuite, et Molière, ils se réfèrent à l'Antiquité, certes, pour l'imiter, mais pour la dépasser. Hein. Ce n'est pas une imitation, je dirais, passive. Ce n'est pas une imitation, comment dirais-je, soumise, pas du tout. Ils ne se sentent pas non plus écrasés par ces modèles. Non. C'est la différence que l'on peut faire en architecture, voilà. je complète, oui. Entre le classicisme et le néoclassicisme. Voilà. Le classicisme, c'est la réinterprétation de l'Antiquité pour faire quelque chose qui soit à la fois fidèle et nouveau. Le néoclassicisme, c'est un style tardif qui est une imitation un peu plate de ce qu'a fait l'Antiquité. Et donc, au temps de santé, si vous voulez, de civilisation rayonnante, eh bien, on imite en croyant pouvoir surpasser. Et pour en revenir à votre question concernant Molière et La Fontaine, Molière, si on fait le compte des pièces directement inspirées de l'Antiquité, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Les Fâcheux, il y a l'Avare, il y a Amphitryon, bien sûr, les Fourberies de Scapin, les Amants magnifiques. Mais les fables de La Fontaine, par contre. J'y viens, mais Molière, dans beaucoup de ses autres pièces, n'imite pas directement l'Antiquité. Mais il en est nourri, et suivant certains témoignages, on sait qu'il avait entrepris une traduction personnelle du traité de Lucrèce, du poème de Lucrèce, De Natura Rerum, de la nature des choses. Poème retrouvé par l'humaniste italien Le Pogge au XIVe siècle dans un monastère du côté des Alpes en un seul exemplaire. C'est incroyable. En 1417. Incroyable. S'il n'y avait pas eu cette découverte, on n'aurait pas Lucrèce. Ça tient à la découverte d'un manuscrit. Ouais. Et donc, voilà pour Molière. Donc, vous voyez, une attitude en même temps de liberté. Et en ce qui concerne La Fontaine, à la source de pratiquement chaque fable de La Fontaine, vous avez Ésope ou vous avez Phèdre, parfois les deux. Le loup et l'agneau, c'est à la fois une fable d'Ésope et une fable de Phèdre. Ésope grec, Phèdre latin. Et ça imite, et en même temps, bien que latiniste et amoureux de la littérature latine, je dirais que Le loup et l'agneau, c'est bien mieux que le modèle de Phèdre. Alors, Michel de Gégère, je vais vous demander une prouesse, mais vous en êtes capable. Il y a une autre influence, un héritage évident de Rome à l'Europe, c'est le christianisme. Et vous avez quelques minutes pour nous expliquer cette influence évidente. Est-ce que vous diriez que sans l'Empire romain, le christianisme n'aurait pas eu, n'aurait pas été aussi intimement lié à l'histoire de l'Europe? Alors je ne peux pas vous dire ce qui se serait passé sans l'Empire romain, puisque l'Empire romain a existé, mais ce qui est vrai, c'est que la conversion de Constantin a eu un rôle immense dans la diffusion du christianisme. C'est-à-dire que l'existence de l'Empire romain, avec ses routes, avec ses voies de communication, avec sa paix, même si au IVe siècle elle est un peu parfois troublée, a permis une diffusion extraordinaire. Et le fait que l'empereur soit lui-même chrétien, et ensuite, à partir de la fin du IVe siècle, avec Théodose, que ça devienne la religion officielle de l'Empire, a évidemment énormément aidé à cette diffusion. L'empereur, au IVe siècle, réunit lui-même des conciles, alors pour le meilleur et pour le pire, mais bon, les diocèses, si vous voulez, ce sont des structures normalement administratives civiles qui sont adoptées par l'Église. La structure de l'Église se calque elle-même sur la structure de l'Empire romain. Et alors, dans l'imaginaire, souvent, les gens se souviennent des persécutions
persécutions. Et c'est vrai qu'il y a eu des persécutions, notamment au IIIe siècle, et puis même dans les siècles précédents, des persécutions sanglantes du christianisme. Mais il y a quand même 2 siècles d'empire romain chrétien qui ont eu sur la diffusion du christianisme et sur l'avenir de l'Europe, eh bien, un rôle absolument considérable. Et ensuite, après la chute de l'Empire romain, ce qui est tout à fait frappant, c'est que le christianisme a rendu un service analogue à la culture gréco-romaine, puisque c'est grâce au christianisme, puisque la culture lettrée s'est réfugiée chez les clercs, puisque les élites profanes, si vous voulez, les élites laïques étaient surtout des élites guerrières et n'étaient pas très portées sur la culture lettrée, les écoles ont disparu, et en fait c'est l'Église qui a préservé le capital de la culture gréco-romaine et qui nous l'a transmis, permettant les renaissances ultérieures. Alexandre Grandazzi, le mot de la fin. Est-ce qu'on sait le nombre de monastères ou de clercs, d'intellectuels à qui on est redevable de la transmission de ces trésors pendant les âges du Moyen-Âge? Il y a combien de monastères où c'est impossible à apprécier? Des plus savants que moi dans l'histoire du Moyen-Âge pourraient peut-être donner un chiffre. Il y en a plusieurs dizaines, mais il y a quelques grands monastères qui ont joué un rôle majeur. Je pense par exemple à Cluny, où des œuvres très importantes de la littérature latine ont été retrouvées. Et je pense aussi à Paris, enfin, en tant que lieu d'une renaissance au début du XIIe siècle notamment. On peut dire qu'il y en a eu plusieurs dizaines et une bonne dizaine de lieux majeurs, Cluny, Paris, Cîteaux, etc. Très bien. La Grèce et Rome, source de l'Europe, beaucoup de sujets passionnants autour du nouveau numéro du Figaro Histoire. Je rappelle son titre exact, aux sources de la civilisation occidentale, ce que nous devons à l'Antiquité gréco-romaine. Il y avait tant à dire, nous aurions pu parler de l'influence des Grecs et des Romains sur l'urbanisme, même les sciences, je l'ai appris grâce à vous. Vous retrouverez tous ces éléments dans ce numéro vraiment, vraiment passionnant. Merci Alexandre Grandazzi, merci Michel de Gégère, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.